Bonjour à tous, et bien écoutez, nous voilà de nouveau ensemble, cette fois-ci avec Sylvain uniquement, Sylvain Ferreira, qui est notre spécialiste des questions militaires, hein, qui depuis le 24 février dernier, c'est-à-dire depuis l'offensive, a eu des positions extrêmement claires, souvent tranchées, qui permettaient de rééquilibrer, pour ceux qui les disaient ou ceux qui les écoutaient, qui permettaient de rééquilibrer les âneries produites par, et on va en parler, les âneries produites par des soi-disant experts, souvent d'anciens militaires qui, dans un premier temps, se sont déconsidérés, puis maintenant continuent de se déshonorer. Mais on va en parler. Bien, moi, ce que j'aurais voulu demander à Sylvain, c'est ce qui est en train de se passer, parce que après le, 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 le les batailles autour de Severodonetsk, Lysychansk, Seversk, etc., on a eu un front très actif, hein, avec une vision du conflit où on voyait bien que les Russes maîtrisaient la donne. Et puis, il semble que ce se soit calmé. Donc, les soutiens j'allais dire les souteneurs de Zelensky sont en train de dire, mais vous avez vu, l'armée russe est épuisée, elle est usée, etc. Hein, et Zelensky prépare une grande contre-offensive. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser de la situation? Alors, disons qu'aujourd'hui, on doit d'abord dire que ce sont les Russes qui nous ont, comme d'habitude, un peu induits en erreur juste après la chute de Lysychansk. C'est-à-dire qu'ils ont encore réussi un coup de Maskirovka assez sympathique d'un point de vue opératif, puisque dès le lendemain de la chute de la ville, on a eu sur toute la ligne de front du Donbass un bombardement qui a été absolument colossal et qui aurait pu laisser croire qu'on allait passer immédiatement à une nouvelle phase offensive pour s'emparer d'un bond de tout le secteur, notamment de Seversk à Bakhmut. Or, au bout d'une journée, tout ça s'est plus ou moins arrêté, a été réduit en termes d'efforts, et on a assisté à nouveau à une mise en place lente, progressive, comme celle à laquelle on avait assisté avant la prise de Severodonetsk. Alors aujourd'hui, on pourrait dire, en suivant un peu ce que racontait la semaine dernière le colonel McGregor de, de l'armée américaine, c'est que vraisemblablement les forces de combat russes, les chars, l'infanterie mécanisée, etc., sont en vacances, hein, entre guillemets. C'est qu'elles sont parties se reposer, se reconstituer, et que la majorité du combat, en tout cas dans le Donbass, est menée à la fois, bien sûr, par les unités des deux républiques autonomes, hein, Donetsk et Lugansk, par les Tchétchènes de la garde nationale, par les unités de Wagner et bien sûr, probablement par des unités des forces spéciales, hein, des Spetsnaz, qui sont toujours en activité et dont les Russes bénéficient en nombre suffisant pour les faire tourner sur le front. Donc dans le Donbass, vraisemblablement, les troupes de combat, les unités de mêlée, comme on dit, hein, de l'armée russe seraient plutôt sur une phase de repos et de reconstitution. Alors, cette phase de repos et de reconstitution aurait commencé depuis 3 semaines, ce qui signifie que d'ici la fin de la semaine, elle devrait être terminée, et ce qui permettrait aux Russes donc de repartir sur un nouveau grand coup opératif dans ce secteur ou ailleurs. Alors, personnellement, je pense que ce sera plutôt dans ce secteur-là que ça va jouer, parce que les efforts qui ont été faits depuis 3 semaines par les unités que je viens de mentionner sont quand même intéressants et importants, hein. On voit que Seversk est sur le point d'être complètement encerclé. Et si Seversk tombe, il risque d'y avoir des conséquences en cascade, un peu comme après la chute de Severodonetsk. Après, sur le reste du front, bien évidemment, dans le secteur de Kharkov, là, c'est plutôt des unités de l'armée russe qui sont en première ligne, mais dans des duels d'artillerie, hein, des opérations de reconnaissance avec les drones. Et pareil dans le secteur de Kherson, où on a d'intenses duels d'artillerie. Hein, les Ukrainiens ont utilisé quelques HIMARS pour essayer de détruire les lignes de communication importantes, notamment les ponts dans le secteur de Kherson. Et on a vu quelques attaques. Alors, bien évidemment, on nous en parle comme si c'était des grandes offensives ukrainiennes pour reprendre un village, hein. Ce sont des contre-attaques locales. Et quand elles démarrent, elles ont énormément de mal à progresser parce qu'elles sont souvent hachées par l'artillerie russe qui est très nombreuse dans le secteur.
Alors, j'ai vu que dans la presse système, hein, comme on peut l'appeler, j'ai vu que on disait oui, il y a un village qui a été libéré, il est détruit, mais on peut pas dire où il est pour des raisons de sécurité. Ah bon, très bien. Donc, effectivement, on procède toujours par voie d'affirmation. Alors, j'ai une question justement sur cette espèce de temps d'arrêt, sur les vacances. Est-ce que quelque part, les Russes, compte tenu de l'évolution extrêmement rapide de la situation diplomatique, géostratégique internationale, est-ce que les Russes, face à la crise de l'Union européenne, qui est majeure, qui est une crise politique, économique, euh, financière qui met l'UE en danger, est-ce que les Russes n'auraient pas tendance un petit peu à laisser pourrir la situation dans la mesure où le temps qui passe et ce pourrissement leur est bénéfique? Alors, je pense que pour les Russes, le fait de jouer sur le temps à court et moyen terme fait effectivement partie de leur stratégie depuis le départ, et notamment par le simple fait qu'ils ont décidé d'employer un nombre de forces qui reste entre guillemets limité par rapport à leur potentiel. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de jouer avec le temps pour profiter au maximum de leur potentiel sans l'épuiser. Donc effectivement, on peut considérer que sur certaines périodes de ce qui s'est passé depuis le 24 février, les Russes ont profité du temps pour entraîner un pourrissement de la situation dans le coin adverse à tous les niveaux, y compris bien évidemment sur le plan diplomatique et sur le plan politique. Mais une fois encore, on en parlait la dernière fois, il faut bien comprendre qu'à l'intérieur de l'appareil d'État russe, et puis au sein des oppositions, parce qu'il existe des oppositions en Russie, quoi, on va en penser de ce côté-ci du monde, on a des gens qui sont dans une volonté d'accélération, d'aller plus vite, d'engager des moyens plus importants pour en finir avec le problème ukrainien, que Vladimir Poutine, c'est le président de la Russie et qu'il doit des comptes au peuple russe et que le peuple russe veut aussi que cette opération finisse par se terminer. Alors certes, pas comme un enfant capricieux qui voudrait qu'elle se termine sous 48 heures, les Russes ont bien conscience de ce qui se joue, mais néanmoins, il faut que cette opération finisse par aboutir. Et certaines voix sont très virulentes pour critiquer cette gestion du temps à l'intérieur de l'appareil d'État russe aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a une partie de la stratégie russe qui joue sur ce temps-là, mais pas pour l'étirer indéfiniment, parce que ce qui les intéresse, c'est d'abord leurs intérêts avant toute autre chose, et surtout pas les nôtres. Alors, surtout que je dirais que depuis le début, je dois dire que moi, personnellement, j'ai été un peu victime de ça, compte tenu du fait que l'offensive a été lancée, avec quand même des moyens, euh, je pensais que ça irait beaucoup plus vite avant de comprendre, et grâce à vous, Sylvain, avant de comprendre que ce qui était mis en œuvre par la Russie, c'était classiquement son art opératif et que la question de la durée était une question particulière et spécifique à cette opération spéciale. Finalement, je me rends compte que ce n'est pas par hasard qu'ils l'ont appelée opération spéciale, hein, parce qu'elle a des caractéristiques qui lui sont totalement propres. Et donc, effectivement, ça a été un petit peu une surprise pour tout le monde. Et c'est là où, si vous voulez, je trouve que c'est quand même euh, aussi, ça a des qualités, mais ça a aussi des défauts, c'est que ça permet euh, à l'Ukraine, enfin ceux qui la manipulent, hein, soyons clairs, ça permet aux États-Unis et à l'OTAN de continuer à jouer une partition visant à faire croire que l'Ukraine peut gagner la guerre. Ça donne des armes à la propagande occidentale. Donc voilà, c'est cette constatation est parfois pour nous un peu agaçante. On aimerait bien que ça se clarifie plus vite quand on entend les âneries de l'autre côté, mais clairement, ce que vous nous dites, c'est que enfin, la Russie fait ça à son rythme, mais que c'est aussi cette façon de gérer est aussi l'intégration des différentes contraintes, y compris des contraintes, le terme peut faire sursauter certains, mais pas moi, des contraintes démocratiques. Hein, c'est-à-dire quand on voit effectivement ce qui se passe, ce qui s'est passé aux États-Unis, par exemple, comme en Roosevelt, qui était totalement partisan de l'intervention et de la guerre à faire aux forces de l'Axe, était obligé de composer avec son opinion publique. Et aujourd'hui, on voit bien également en Italie,
hein, que les conséquences économiques de la guerre pour les Italiens qui sont considérables, j'ai appris que l'énergie avait augmenté de 91%, hein, bien évidemment, la chute de Draghi est une chute politique liée aux choix qui ont été faits de soutien aveugle à l'Ukraine. Donc, bon, alors, le, le, je veux dire, la question qui me vient aux lèvres maintenant, c'est est-ce qu'on peut imaginer ce que va être la phase? Certains parlent de phase 3. Hein, on parle beaucoup du sud, on parle beaucoup d'Odessa, de la Transnistrie. Il y a la question de Kharkov, bien sûr, la question de Kiev. Est-ce qu'on peut imaginer, mais ça c'est effectivement de la prévision, hein, est-ce qu'on peut imaginer ce que pourrait être cette phase 3 au plan militaire, Moi, s'entend. je reste persuadé que, étant donné les efforts qui viennent d'être faits justement par les forces alliées républicaines et puis la garde nationale dans le Donbass, c'est le Donbass qui reste la priorité absolue pour la stratégie russe dans les semaines qui viennent et peut-être même dans les jours qui viennent. Ensuite, la région de Kharkov étant très proche du secteur du Donbass, il semble que ce soit l'objectif suivant parce que le redéploiement des unités qui sont donc dans la partie nord-est de l'Ukraine vers la région de Kherson prendrait beaucoup de temps, hein, même si les voies ferrées ont été rétablies depuis un moment. Ça ferait un roc stratégique assez important à réaliser et donc une temporalité, à mon avis, qu'on pourrait plutôt placer sur la fin de l'été, le début de l'automne. Maintenant, on entend parler partout d'une possible contre-offensive. Alors cette fois-ci, quand je dis contre-offensive, c'est-à-dire avec des moyens très importants côté ukrainien dans la région de Kherson, pardon, pour gêner le futur référendum qui doit se tenir là-bas au mois de septembre pour éventuellement rattacher la région officiellement à la Fédération de Russie. Aujourd'hui, cette réalité nous est vendue ou survendue dans les médias avec une armée qui ferait 1 million d'hommes. Hein. Alors, c'est comme si on parlait de la même armée côté russe, hein, puisque les forces russes, toutes réunies, font plus d'1 million d'hommes. Bon, là, l'addition qui est présentée, le calcul qui est présenté côté ukrainien est risible, puisqu'on voit encore aujourd'hui les pertes s'accumuler, on voit encore des unités qui prennent leur téléphone pour se filmer, pour dire qu'elles refusent de monter au front. Hein. J'en ai encore vu une ce matin. C'est absolument insensé que d'envisager, alors une contre-offensive, pourquoi pas, mais un succès de cette contre-offensive, ça paraît complètement dérisoire par rapport aux moyens qui sont encore à disposition aujourd'hui des forces ukrainiennes. On nous parle de 30 000 réservistes qui seraient à l'entraînement en Angleterre et en Allemagne pour pouvoir mener cette opération. Leur entraînement n'est toujours pas terminé. Les forces qui sont entraînées dans l'ouest de l'Ukraine, c'est pareil, le font avec des moyens qui sont dérisoires. Hein. On a vu des officiers ukrainiens capturés récemment témoigner. Hein. Ils étaient montés sur les fameux T-72 offerts par la Pologne. Ils ont eu 3 jours d'entraînement après près de 30 ans depuis leur service militaire dans les forces armées ukrainiennes. Donc, on est vraiment dans un narratif pour continuer de maintenir l'espoir. La réalité est beaucoup plus dure pour l'armée ukrainienne, hein, et elle est beaucoup plus difficile à envisager parce qu'en face, à chaque fois que même une contre-attaque locale est menée, elle est réduite à prendre un village et rien d'autre. Et puis après, pour aider à ce narratif, on a l'impression qu'on est retourné au narratif des années 44-45 en Allemagne avec le mythe des armes miracles, hein, des Voilà, Wunderwaffen. c'est la question que j'allais poser sur les fournitures occidentales. Voilà, on nous fait croire que 16 HIMARS vont modifier le cours de la guerre face à une armée qui dispose de plus de 4000 pièces d'artillerie, qui dispose elle aussi, on l'a diffusé hier sur Surveille stratégique, de lance-missiles multiples extrêmement efficaces, hein, les Tornado S. Hein, j'invite les gens à aller voir cette vidéo comparative. L'HIMARS a ses qualités, mais c'est pareil. L'HIMARS, là, les États-Unis ont dit bon, ben, on va vous donner 6000 munitions, quand en face, les autres tirent entre 50 et 60 000 coups par jour. Donc voilà, on a une idée des proportions. Hein, donc c'est comme la publicité que certains historiens
continuent de faire quand ils étudient la fin de la Seconde Guerre mondiale sur le Tigre II allemand, les avions à réaction allemands, etc. Bien sûr, ils étaient les seuls à en avoir, mais simplement, ils ont joué un rôle absolument dérisoire, voire aucun rôle par rapport à la défaite finale de la Wehrmacht. Et là, le problème pour l'armée ukrainienne, c'est qu'on se retrouve au bout de ces 6 mois d'opération, enfin quasiment 6 mois, au même niveau. C'est-à-dire qu'on a toujours de la publicité autour de petits noyaux de technologie qui d'ailleurs ne sont pas forcément, on en parlait la dernière fois, maîtrisés à 100%. Il y a des gens qui s'interrogent sur la présence de mercenaires étrangers pour les servir, notamment certains HIMARS. Voilà, donc l'armée ukrainienne n'est pas au mieux, elle résiste. Il y a des unités qui se battent avec détermination et courage, ça fait absolument aucun doute, mais on voit qu'elle est arrivée presque au bout de ses forces et ce n'est pas la livraison de quelques armes occidentales de dernier cri qui va changer la donne. Alors, j'ajouterais, pour compléter ce tableau assez sinistre concernant l'Ukraine, que bon, bah, il y a la crise interne de l'appareil d'État ukrainien avec le limogeage de la procureure générale, du patron du SBU, excusez-moi, le patron du SBU, c'est-à-dire le service de sécurité, le bras armé du ministère de l'Intérieur euh, ukrainien, avec les procédures pénales pour trahison. Enfin, tout ça semble refléter un sacré foutoir qui effectivement permet de penser que même s'il y avait des possibilités militaires, leur mise en œuvre risquerait d'être très problématique. Alors, à propos des armes, alors juste une petite incise. Bon, on en a déjà parlé, j'avais déclenché une espèce comment dire, d'épidémie virale autour des Césars français, puisque j'avais indiqué dans un tweet qui a connu une prospérité absolument inouïe, que deux de ces Césars auraient été récupérés par les Russes, par l'armée russe, et ensuite donnés à une usine qui est une usine d'armement située dans l'Oural, et donc en Russie donc, et donc tout ça a donné lieu à des polémiques importantes, etc. Je me suis fait traiter de tous les noms, mais ça c'est pas très grave. Et l'état-major français a réagi, le ministère de la Défense, non. Le ministère de la Défense a pris un communiqué pour dire que tout allait bien avec les Césars, mais il n'y a pas eu de réponse je veux dire, à cette information selon laquelle les Russes les auraient récupérés. Puis on a appris qu'ils les auraient en fait achetés, et qu'il y aurait, et pas seulement les Césars d'ailleurs, qu'il y aurait un commerce plus ou moins florissant au sein de cette armée ukrainienne qui a un niveau de corruption équivalent à celui de l'ensemble de l'appareil d'État ukrainien, qui est un des pays les plus corrompus du monde. Il ne faut pas oublier ça. Faut pas oublier ça. Et au sein de l'appareil d'État ukrainien et au sein de l'armée ukrainienne, il y a des gens qui ont appartenu, il doit en rester quelques-uns, qui ont appartenu à l'armée soviétique. Faut pas oublier ça. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que j'ai vu passer une longue interview du président biélorusse, Loukachenko, etc., et qui a confirmé mon histoire des Césars. Donc, je bénéficie d'un témoin de moralité absolument irréprochable avec le président ukrainien, le président biélorusse, pardon. Je rappelle que la Biélorussie est de tous les pays de l'ancienne Union soviétique celui qui est resté assez proche dans ses modes de fonctionnement de l'Union soviétique. D'ailleurs, ses propres services de sécurité s'appellent toujours le KGB. Ils n'ont pas changé comme en Russie. Donc, voilà, je réitère mon information dès lors qu'elle bénéficie d'un tel témoin de moralité. Bon, donc ça, c'est de la plaisanterie. On va peut-être pas tellement s'éloigner de la plaisanterie pour la question que je souhaiterais poser à Sylvain, c'est qu'est-ce qu'on peut penser de tous ces experts, de tous ces gens qu'on voit sur les plateaux de télévision, dans la presse système ou dans la presse écrite d'ailleurs, et ce que je décrivais dans un de mes articles, qui ont une espèce de dissonance cognitive que j'ai qualifiée de panique cognitive, parce que mon opinion est qu'ils sont affolés par le changement d'un monde qu'ils peuvent difficilement supporter. Et lorsque les informations deviennent difficilement réfutables sur la déconfiture ukrainienne, ils finissent par reconnaître du bout des lèvres et au bout de quelques jours, hop,
ils recommencent à dire n'importe quoi. Quelle explication on peut trouver? Surtout qu'on voit qu'il y a des gens dont on aurait pu attendre, et on va donner des noms, il n'y a pas de raison. Hein, on voit Michel Goya, Pellistrandi, des types qui ont eu des grades certains dans l'armée française, hein, et qui aujourd'hui non seulement ne reconnaissent pas, si ce n'est à certaines occasions, certaines de leurs erreurs, mais reviennent très rapidement sur un narratif inepte. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, est-ce que c'est de la bêtise, de la malhonnêteté, de la servilité vis-à-vis de l'OTAN et vis-à-vis des États-Unis? Je vous pose la question, Sylvain. À votre avis? Alors déjà, ce que moi je souhaite, souligner par rapport à cet aspect, c'est que pour une fois, ils ne font pas preuve, d'une égalité de parole, avec leurs homologues américains, dont ils sont pourtant, si friands d'habitude. Ça, c'est la première chose qu'il faut souligner. C'est-à-dire que d'habitude, ils s'alignent sur tout ce que disent leurs homologues américains, hein, officiers à la retraite, qui comme eux, vont sur les plateaux télé. Sylvain, j'ajoute une petite chose, effectivement, ça c'est très important, c'est que la France s'est plus déconsidérée et pour ces opérateurs-là déshonorés que beaucoup de pays Ah étrangers, oui, pardon. oui. Hein, c'est Oui, que oui. effectivement, on a été spécialement lamentable sur cette affaire. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Là, on a vraiment une spécificité, française sur cette question qui est assez, problématique, hein, parce que donc effectivement, on a des experts américains, qui sont absolument, clairs, et qui produisent une partie des analyses sur lesquelles, de nous, à Veille Stratégique, on les reproduit pour les laisser au grand public aussi, hein, pour, qu'ils en prennent connaissance. Donc on a notamment quelqu'un comme, Scott Ritter qui est là pour nous expliquer toutes les problématiques liées à l'armement, liées à l'entraînement, et puis aussi à la façon dont les Russes font la guerre. Hein. Il la connaît très bien parce que il a été officier à l'OTAN à la fin de la guerre froide. On a aussi le colonel McGregor, hein, qui lui aussi intervient sur une grande chaîne d'information américaine qu'on peut ou non apprécier, mais quand même qui est Fox News, hein, où on lui donne une parole qui porte. Et puis ensuite, on se rend compte que même au niveau européen, on a d'autres experts, hein, je pense à Jacques Beau, hein, qu'on connaît bien en France parce que suisse francophone et puis qui publie des livres qui sont loin du narratif qui nous est servi sur les plateaux de télé français. Hein. Heureusement que certains médias français lui donnent la parole. Et puis on a même des officiers d'une armée qu'on ne connaît pas souvent en France, hein, qu'on évoque peu, qui est l'armée autrichienne. Hein. On a un expert autrichien qui fait des points de situation assez régulièrement sur l'Ukraine et qui est très loin du narratif complètement biaisé, anti-russe, pro-ukrainien, et qui reste plus dans des considérations militaires sur ces questions. Donc, côté français, c'est un peu compliqué parce que je pense qu'il y a autant de problématiques que de personnages. Hein. Je pense qu'ils ne sont pas tous au même niveau dans dans leur volonté de supporter ce narratif. Hein. Ça peut être soit pour des raisons de conviction personnelle, ce qui paraît un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Enfin, ça fait des Hein. experts militants, quoi. Donc, ils sont militants Oui, d'une cause. voilà, c'est Ce ça. qui est leur droit le plus strict, c'est pas ça qui est contesté. C'est que, Voilà. je veux dire, ça s'apporte un nom. Ça s'appelle de la propagande. Ça Ah s'appelle oui, de la bien sûr. propagande. Alors moi, c'est effectivement le départ entre ce qui relève de la propagande. Je dirais que d'une certaine façon, sauf à se présenter comme un expert, ce qui est une escroquerie et une imposture, mais si on défend une cause, très bien. Hein. Mais effectivement, de l'autre côté, il y a la conviction que c'est la vérité. Ça, c'est extrêmement grave parce qu'on se retrouve, Alors, alors on le voit chez certains de nos dirigeants, quand des mesures sont prises, on dit, mais attendez, ce qu'a dit Orban à propos des sanctions sur le gaz, il dit, mais attendez, on ne se tire pas des balles dans le pied, on se tire des balles dans les poumons. On va être asphyxié. Je trouve que l'expression est pas mal. Hein, elle rejoint un peu celle de Charles Gave qui, dès le début, a dit oh non, on ne se tire pas des balles dans le pied, on se tire des balles dans la tête. Donc, mais effectivement, il y a bien ça. Les militants, je veux bien. Après, bon, en face, on dit ce qu'on en pense, mais il y a aussi ceux qui sont persuadés qu'ils ont raison. Ça, c'est cette dissonance cognitive qui avait été soulevée par Madame Galacteros, elle est extrêmement préoccupante. Ou bien, elle prend des formes, je crois que c'est Trinquant, général Trinquant, hein, qui est venu dire oui, je savais dès le départ que l'armée ukrainienne était en difficulté et allait perdre dans le Donbass, mais je ne pouvais pas le dire parce que ça allait décourager. Non mais attendez, au secours, quoi. Et le type, il vient sur les plateaux. Alors, il faut voir les plateaux.
les plateaux, je crois qu'il y a un concours entre LCI et BFM. Hein. C'est-à-dire qu'à qui sera le plus grotesque. Je pense qu'LCI, avec M. Rochebin, est en train de gagner la palme. Là, vous avez toujours les mêmes. Vous avez Servant, vous avez je ne sais plus qui, vous avez un soi-disant ancien du KGB. Et puis, il y a toujours une ou deux belles Ukrainiennes blondes qui viennent et qui disent absolument n'importe quoi. On ne sait pas d'où elles sortent. Et donc, tout le monde est content à la fin de l'émission. Ça y est, les Russes vont perdre et Poutine va être renversé s'il n'est pas mort de ses 14 cancers. Enfin voilà. Bon, ça c'était pour la description et pour que je puisse un peu me défouler parce que c'est vrai que quelquefois c'est quand même exaspérant. Alors, sur justement je pose la question un peu différemment. Vous disiez, Sylvain, que c'était pas la même chose aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, puis bon, en Autriche, les Suisses avec Beau. Comment se fait-il que la France se soit, en Italie non plus, comment se fait-il que la France se soit à ce point signalée par le système médiatique, s'entend, le système médiatique, on est bien d'accord, se soit signalé à ce point de mensonges et de bêtises. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour que notre pays, dont on aurait pu attendre un peu plus d'intelligence? Je pense que la France a depuis longtemps, dans le domaine médiatique, quitté l'idée d'une pluralité au niveau de la prise de parole sur des questions aussi importantes. Hein. On l'a vu au cours des 2 années précédentes avec l'épidémie de Covid. On n'a pas beaucoup laissé la parole à des gens qui disaient quelque chose qui allait contre la doxa officielle sur ce sujet. Donc là, finalement, on est dans une tendance qui se confirme sur un autre sujet. Et je pense que malheureusement, on pourrait prendre n'importe quel autre sujet d'une importance aussi grande demain, on aurait à peu près le même alignement de l'ensemble des médias sur ces questions. Là, si on revient à la question des experts français qui sont invités sur les plateaux télé, on se rend compte, alors je tiens quand même à saluer mon camarade Philippe Migaud qui a été défendre des opinions un petit peu plus divergentes et un petit peu plus élevées sur CNews ou sur Arte. Mais c'est vrai qu'on a affaire à des gens qui se nourrissent du système. Hein. Il y a un reflet dans le miroir de sa propre personnalité à travers la mise en avant par la télévision. Hein. Ça peut être un piège narcissique assez facile dans lequel on peut tomber. Et puis, comme je l'avais rappelé dans la dernière tribune qu'on a publiée sur Vue du droit, c'est qu'on a aussi un grand problème d'appréciation de ce que sont les opérations militaires, où on est resté en Europe occidentale, ce qui n'est pas le cas au même degré, en tout cas aux États-Unis, par rapport à la problématique de l'intérêt pour la tactique, l'intérêt pour la guerre éclair à l'allemande, etc. Le mode de pensée germanique est resté très, très important dans notre pays. Hein, il y a une fascination pour la Wehrmacht, une fascination malsaine. Je ne parle pas de l'aspect idéologique, je parle de l'aspect de la pensée militaire allemande, qui est vraiment un gros, gros problème pour les armées françaises, pour les armées européennes. Et les États-Unis n'ont pas connu ce problème au même niveau parce que ce sont eux, ce sont les universitaires issus de l'armée américaine comme Colonel Glantz qui ont fait monter cette analyse sur l'art opératif soviétique, donc ont permis de donner un peu de hauteur, même si la doctrine américaine ne s'en reflète pas complètement. Et puis, chez les anglo-saxons, il y a cette idée de liberté, de pensée, ce côté utilitarien, des fois, où on ne met pas de barrière à la pensée, alors que chez nous, en France, on est quand même très dans des boîtes à penser, dans des usines à penser, et c'est un des grands défauts de notre société, ça dépasse l'armée et les experts militaires. Euh, Juste, je souligne par méchanceté euh, les interventions de Michel Goya, c'était très intéressant. Au départ, tout de suite, il a annoncé une défaite russe, tout de suite, le plan a échoué, etc. Il le connaissait mieux que l'état-major russe, évidemment. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'il a été immédiatement adoubé par les médias atlantistes, Libération, l'Obs et Le Monde, qui ont ouvert leur colonne et là,
il a répercuté ça tout de suite sur ses différents blogs, interventions, pages Facebook. Regardez, regardez comme je suis beau, je suis adoubé et reconnu par ces journaux qui n'avaient jamais entendu parler de lui auparavant, hein, autour de son travail et de ses ouvrages. Donc, effectivement, je pense que le niveau aussi, il y a ce que vous décrivez, Sylvain, mais il y a également un niveau de médiocrité assez impressionnant, hein, qui fait que on peut se poser quelques questions concernant, parce que bon, la plupart ont été des officiers supérieurs, hein, et on peut se poser quelques questions sur la qualité de ce système d'officiers, parce que, et d'ailleurs on l'a vu, parce que naturellement, l'état-major est resté ou aurait dû rester plus discret. Hein, on a vu en particulier le chef d'état-major général prendre des positions, s'exprimer, venir faire le zigoto, c'est mon expression, sur les réseaux pour assurer euh, son homologue ukrainien, alors que jusqu'à nouvel ordre, je ne crois pas qu'on soit en guerre contre la Russie, son homologue ukrainien de toute sa solidarité, toute sa coopération. Non, je suis effectivement concernant l'état de cette armée française, je suis un petit peu pessimiste pour l'instant. Bon, Sylvain, je crois on a fait un peu le tour de la question militaire, de la situation militaire aujourd'hui. Je vous propose, bon, ben, en fonction de ce qui va se passer, de revenir, hein, puisque maintenant, on va procéder à de temps en temps des petites mises au point, des petites capsules vidéo, comme on dit, à l'occasion desquelles on essaiera de donner un éclairage différent de cette presse système qu'on a passé notre temps là pendant tout l'entretien à vilipender, hein, et en disant que l'on considérait malheureusement que la France, de ce point de vue, avait été particulièrement lamentable. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, pour ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, on va vous saluer et vous dire à très bientôt. À très bientôt.